Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection du samedi dédié au Starship. Au programme de ce soir, nous prendrons des nouvelles des bras de la tour qui, après un entraînement drastique, semble prêt pour un rattrapage du booster lors du 5e vol. Ensuite, nous irons sur le chantier du second pas de tir qui avance à vitesse grand V. Et enfin, nous disséquerons chaque centimètre carré de l'acier rutilant du S-33, une V2 qui pourrait bien être destinée à tester le transfert d'Ergol en orbite pour la première fois. Donc ne traînons pas, allons rejoindre Philippe et Mathias qui nous attendent déjà sur place. Allez-y, c'est parti, on décolle tout de suite pour le Texas. Le 27 août dernier, cela faisait, tenez-vous bien, 5 ans que la toute première ébauche d'un Starship, le bien nommé Starhopper, faisait un premier vol réussi en allant se poser 200 mètres plus loin. Pourquoi se fendre de petites piqûres de rappel sur la vitesse à laquelle le projet Starship avance ? Eh bien tout simplement parce que si SpaceX a réussi de passer de ça à ça, en si peu de temps, alors on se dit que dans 5 ans, et je rejoins Jack Beyer de NASA Spaceflight sur ce sujet, on puisse encore voir de folles évolutions apparaître. Je ne sais pas vous les terriens, mais moi, plus je suis au jour le jour ce programme, plus je vois le travail acharné de l'entreprise pour accoucher de cette fusée destinée à être 100% réutilisable, plus je me dis qu'ils finiront par y arriver. Et peut-être pas dans un futur aussi éloigné que ça. Même si je trouve cela passionnant, je suis bien conscient cependant des défis majeurs que devra encore relever l'entreprise, mais on y revient dans quelques instants justement pour le point sur les prototypes. Alors je ne sais pas à quoi ressemblera le Starship dans 5 ans, mais j'en connais un qui, en ce moment même, est en train de prendre racine sur le site de production. Je veux bien sûr parler de Starkitty, qui semble d'ailleurs avoir enfin dégoté un emploi, puisqu'il est désormais chargé d'arroser les plantes devant l'entrée de la Star Factory. Alors oui, je sais que les chats préfèrent de loin en général la vie de rentier, en ayant si possible des gens qui s'occupent de leur intérieur, mais pas Starkitty, qui lui semble bien décidé d'embarquer pour Mars dans les années à venir, quitte à faire quelques sacrifices en attendant. Allez, rendons-nous sur le site de lancement et vous n'allez sans doute pas être surpris des récents travaux sur place. Je m'explique, lors de notre dernier tour d'inspection, nous étions restés sur les travaux qui concernent essentiellement les bras de la tour. Eh bien figurez-vous qu'après moult renforcements de leur ossature et divers autres préparatifs, les chopsticks ont enfin reçu leurs fameux bumpers, ou amortisseurs en français. Ces pare-chocs, constitués d'une mousse recouverte d'une feuille métallique, sont désormais en cours d'installation et ce, sur toute la longueur intérieure de chacun des bras de la tour, même si apparemment l'un d'entre eux a été retiré quelques minutes seulement après avoir été installé. Notez que des armatures triangulaires apparaissent à l'intérieur des bras, tout cela ressemble fort à des supports de fixation pour les amortisseurs, mais à vérifier tout de même par la suite. Bon, c'est un chantier de toute façon qu'on avait vu venir gros comme une maison, en raison des récentes mésaventures du B14.1, cet article test sur la table orbitale qui, après quelques baffes bien senties, s'en était sorti avec seulement quelques éraflures, mais des éraflures tout de même. Vous pensez bien qu'il n'était donc absolument pas question de risquer le même type de maltraitance sur le B12 qui, une fois qu'il aura accompli sa mission lors du 5e vol, c'est-à-dire propulser en orbite son acolyte de 2e étage, préférera de loin être accueilli à bras ouverts plutôt que d'être reçu à gros coups de gifle. Passons à présent sur le pas de tir d'à côté, le pas de tir B plus précisément, où le chantier se poursuit entre foreuses, bétonneuses et pelleteuses. La viabilisation des sols est toujours en cours, mais cela n'empêche pas une foule d'amateurs passionnés d'extrapoler sur le look futur de cette deuxième rampe de lancement. En effet, 3D Daniel fait de son mieux pour illustrer le second déviateur de flamme du site, en tout cas tel qu'il l'imagine. L'enjeu ici, pour la plupart de ceux qui se risquent à l'exercice, est de deviner ce à quoi ressembleront les fondations et comment l'entreprise compte évacuer la puissance colossale de 33, bientôt 35 Raptors crachant leur feu. Du côté de Chrome Kiwi, toujours très pragmatique, on s'applique plutôt à expliquer l'anatomie du chantier en tant que tel, à travers des visuels bien sentis, avec ce déviateur de flamme en formation. SpaceX semble procéder un peu comme le pas de tir numéro 1, à savoir en disposant des pales planches pour créer des parois étanches à l'eau et former ensuite un sol qui pourra être creusé sans devoir écoper en permanence, comme on pourrait le faire d'ailleurs à l'intérieur d'une barque qui prendrait l'eau. Sur les réseaux, du coup, ce ne sont pas les projections sur le design du second pas de tir qui remporteront la palme du sujet le plus controversé. En effet, le 5e vol étant prévu pour demain,
Bien évidemment, c'est une boutade. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu d'assemblage des 2 étages et encore moins un wet dress rehearsal. La date est bien évidemment repoussée et je trouve ça là d'ailleurs curieux qu'Elon Musk ne nous ait pas encore fait son cinéma, comme à chaque fois me direz-vous, en essayant de précipiter les formalités administratives. Et si tel est le cas, eh bien c'est tout simplement que cela arrange SpaceX qui est loin d'être prêt malgré ses ambitions. Le sujet qui est le plus controversé donc, c'est bien cette tentative de rattrapage du booster lors de la 5e tentative du Starship, que certaines personnes comme Zach Golden situent à environ 90% de chances de réussite. Pour rappel, Elon Musk lui-même avait mentionné que le taux de réussite, et seulement si la manœuvre était tentée, serait bien plus aux alentours de 50% pour ce 5e opus. Venant de la part de quelqu'un de complètement délirant sur la plupart des pronostics qu'il donne, cela fait réfléchir sur le degré de danger que représente une telle chose, avec toujours en ligne de mire la destruction éventuelle du pas de tir. Allez, faisons un point sur les prototypes et revenons sur le S-33. Comme nous sommes sur le point d'assister au 5e vol, cela peut être intéressant de passer en revue les principaux changements, les plus importants en tout cas, qui nous ont été donnés d'observer. Avec en premier lieu la section arrière du vaisseau. D'abord, une rangée de petits raidisseurs assez fins au niveau du double cordon de soudure du dôme inférieur, uniquement côté extrado, non tuilé du vaisseau. Une mise à jour probablement qui a pour but de pallier à la future augmentation de la poussée moteur. Suivez mon regard. Ensuite, 2 lignes de pressurisation des réservoirs plus écartées que précédemment, peut-être issues du retour d'expérience de l'incendie sur le S-31, qui sait. Enfin, 2 séries de fentes verticales qui sont probablement des évents permettant une ventilation sous la jupe moteur, requise de toute façon, même avec les futurs Raptor V3. Ensuite, au niveau du réservoir à oxygène, a priori la platine de connexion QD reste identique à celle de la V1. On vous reconfirmera cela plus tard, mais il semble qu'effectivement, elle n'ait pas subi de modification, en tout cas, pas de modification visible. Le renfort interne de la jupe du compartiment moteur semble plus marqué, avec des raidisseurs soudés en rang serré, toujours pour pallier à la future augmentation de la poussée des boosters, avec des moteurs, comme vous le savez déjà, de plus en plus performants. Notez qu'une nouvelle disposition des downcomer, méthane est visible, avec apparition de lignes séparées d'alimentation en méthane pour les 3 moteurs vacuum, et le downcomer central qui reste attribué aux 3 Raptors atmosphériques centraux. Quels avantages amène cette séparation des lignes ? Peut-être une meilleure indépendance de fonctionnement des 2 types de Raptor atmosphérique et Raptor vacuum, l'arrêt ou le démarrage de l'un ou de l'autre ne perturbant pas ses voisins ? Avec ces dispositions nouvelles, serait-il également possible d'imaginer que la séquence de basculement sur les header tanks soit modifiée, ne concernant plus que les 3 Raptors atmosphériques utiles à l'atterrissage du vaisseau ? En concomitance avec cette nouvelle disposition des 2 header tanks logés dans l'ogive avant du vaisseau, c'est donc bien toute la plomberie interne des 2e étages qui évolue en profondeur dans la recherche d'une meilleure maîtrise des capricieux débits d'ergol. Passons à présent au bouclier thermique en tant que tel qui montre quelques modifications. Les jonctions de tuilage entre les différentes surfaces standards du bouclier sont dorénavant réalisées par des tuiles de plus petit format, clipsées mécaniquement et non plus collées. Il faut en déduire que cette technique de fixation est préférable au collage, idem au niveau du nez, avec moins de lignes concentriques de libre raccordement du tuilage pour prise en compte de la diminution du diamètre du vaisseau. SpaceX semble ici préférer réduire progressivement la taille des tuiles vers le haut du cône pour pouvoir se passer des lignes de raccordement anciennement collées. Inutile de fantasmer, on l'avait évoqué rapidement dernièrement, il ne s'agit pas là non plus d'un nouvel appendice technique mystère. Je veux bien sûr parler de cette boîte mystérieuse que je soupçonnais fortement d'être une sorte d'unité d'air conditionné, mais apparemment Philippe pense qu'il s'agit plutôt d'un simple capotage anti-poussière et intrusion, placé sur une ouverture de visite du réservoir d'oxygène et fermé par une vitre. La tuyauterie qui dépasse est provisoire. Et heureusement d'ailleurs, ça n'aurait sans doute pas résisté à une rentrée atmosphérique. Enfin, et c'est assez intéressant de laisser un peu le champ libre à notre imagination de temps à autre, même si ici ce ne sont que des suppositions, on voit bien apparaître 2 paires de raccordements pour tuyauterie de bon diamètre sur la coque externe du navire.
Il pourrait s'agir d'un essai d'implantation pour les platines destinées au ravitaillement au vol de 2 vaisseaux en orbite. 2 piquages distincts, un pour l'oxygène et l'autre pour le méthane. Qu'en pensez-vous les terriens? Pour ma part, l'hypothèse de Philippe me plaît beaucoup. Certes, c'est une théorie à valider ultérieurement, ou pas toutefois. Il ne faudrait pas oublier que de cette prouesse technologique qui n'a pas encore été réalisée par SpaceX, dépend réellement l'avenir du Starship et de sa capacité à atteindre la Lune, voire également Mars. Passons à la partie supérieure de ce S-33. Par rapport à la génération précédente, il manque un anneau de hauteur à la soute alors que la partie réservoir en gagne 2. Ceci nous montre clairement l'orientation que prend cette nouvelle lignée avec une soute plus petite, la précédente étant inutilement vaste mais avec une plus grande partie réservée aux ergols. Et oui, on ne peut pas tout avoir. De plus, le compartiment pointe de nez du navire avec ses 2 header tanks cornus dont on a parlé récemment gagne aussi en volume puisque perdu sur la soute. De près de 1000 mètres cubes initialement, celle-ci pourrait ainsi descendre vers 700 mètres cubes, ce qui reste encore largement suffisant pour y loger un pack complet de Starlink V2. Notez aussi qu'une ligne de renfort par header apparaît entre le haut de la porte de soute et la base du cône de nez. Cette localisation interroge car peu de charge et de masse se situent dans le nez. J'aurais mieux compris des renforts tout autour de la découpe de la porte de la soute qui constitue une faiblesse structurelle. Bon, affaire à suivre. Ensuite, les nouveaux ailerons sont bien implantés avec un angle de 140 degrés et non plus de 180 comme c'était le cas précédemment. Les charnières seront mieux protégées lors du retour dans la haute atmosphère. Les ailerons sont plus minces, donc avec leur tuilage plus régulier et plus simple que les précédents. Enfin, le palonnier ou 4-point lifter en anglais, la charge est majoritairement portée par les 2 appuis inférieurs. Les 2 encoches supérieures servent principalement de guidage pour maintenir le vaisseau bien vertical. Mais laissons de côté pour l'instant cette V2, aussi passionnante soit-elle, pour nous concentrer sur une autre plus imposante qui se trouve cette fois sur le site de Sanchez. En effet, là-bas, les équipes ont commencé à préparer les attaches du chariot de la V2 des Chopsticks. Pour rappel, cette structure qui a pour fonction de rattacher les bras de la tour tout en leur permettant de coulisser le long de son axe, attendait d'être prise en charge pour rejoindre le chantier du futur pas de tir. C'est donc chose faite et à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il est probable qu'il soit déjà entreposé au sol, au pied de la seconde tour, attendant d'être hissé pour une pose en bonne et due forme. Et tandis que des structures s'apprêtent à quitter les lieux, d'autres reçoivent encore quelques travaux avant d'être en mesure d'accueillir plus de monde. À l'image du grand parking qui se situe à la limite du site de Sanchez et du site de production et dont, jusqu'à présent, seulement un étage était utilisé. Il semblerait que les derniers équipements et derniers chantiers encore en cours à l'intérieur du parking soient désormais presque terminés. En effet, le 2e et le 3e étage sont à présent accessibles aux véhicules des employés. Allez, rendons-nous de l'autre côté justement de ce parking afin de voir un peu comment évoluent les différents chantiers du site de production. Et notamment celui des bureaux qui reçoit ces derniers temps un nombre important de panneaux vitrés occultants qui de loin rendront bientôt la limite indiscernable entre ce bâtiment et la Star Factory, faisant miroiter dans la chaleur du Texas au loin un seul et même édifice. Pourtant, vous le savez déjà, même si les 2 structures seront bien reliées, leur rôle ne sera pas du tout le même. Non loin de là, et juste devant la Star Factory en elle-même, des travaux engagés par une multitude de machines laissent suggérer qu'un parking sera bientôt aménagé le long de l'usine à Starship et donc accessible depuis la route. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui sur ce site de production, ce sont bien les aperçus des différentes coiffes des V2 du 2e étage capturées à la volée par les équipes de NASA Spaceflight. Ces dernières, suspendues dans les airs au sein de l'atelier qui leur est dédié, affichent des tuiles toutes neuves, fort bien agencées, avec en dessous ce fameux matériau ablatif en sous-couche qui, avant même d'avoir été testé sur le S-30 lors du prochain vol, serait apparemment déjà assimilé au process de construction. Rien que d'un point de vue visuel, on voit les progrès réalisés sur les prototypes. Effectivement, la Star Factory, ça nous change des débuts de la Starbase avec, rappelez-vous, ces fameux stands dans lesquels tout était construit. Enfin, allons sur le site de McGregor, toujours au Texas, où nous retrouvons le fameux header tank de méthane du S-34 que l'on reconnaît très vite en raison de sa forme si particulière. Et oui, la V2 de ce header a fait le voyage depuis la Starbase afin sans doute d'être testée sur place. Autre fait intéressant là-bas, et qui est passé un peu sous les radars ces derniers temps, des tests récents qui ont été menés sur les Raptor. Alors est-ce qu'il s'agissait de la 3e version du moteur phare du Starship ? Est-ce que c'est bien un Raptor 3 qui a rugi ici ? Nous n'avons pas de confirmation encore là-dessus, mais quel test
En effet, l'allumage aurait duré 169 secondes, ce qui correspond à la durée complète d'un vol du booster Super Heavy. Bon, on attend encore de savoir s'il s'agissait bien d'un Raptor 3, Elon Musk n'ayant pas encore confirmé la version du moteur impliquée. Affaire à suivre, mais que cela soit la V2 ou la V3, cela ne nous empêchera pas d'écouter la douce mélodie de ce moteur afin de clore ce tour d'inspection en beauté. Et oui, quels sont mélodieux! Et voilà les terriens, merci pour votre œil de lynx, pour vos remarques et avis en commentaire toujours constructifs, et pour votre grande assiduité lors de ces tours d'inspection. Pour le reste, eh bien ma foi, vous connaissez la chanson, mais pour vous qui nous découvrez peut-être, je ne peux que vous encourager à vous abonner, pensez à activer la cloche de notification, et surtout faites-moi briller ce pouce en l'air de YouTube. On se retrouve dès lundi pour de la pure culture spatiale, à très bientôt les terriens.